Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui sur une chronique de livre Un cerveau pour changer de Richard Bandler. Richard Bandler est un des deux créateurs de la PNL avec John Grinder. Ce livre a été écrit en 1985 et il dédicace ce livre à sa mère. Le titre original est Using Your Brain for a Change, qui d'après moi est quand même un peu plus révélateur que la traduction Un cerveau pour changer. Et ouais, ça est toujours mieux en anglais, mais c'est comme ça. Ton intérêt à regarder cette vidéo, je vais t'expliquer les chapitres, c'est-à-dire tout le sommaire de ce livre, comment est construit ce livre et ce que tu pourras trouver à l'intérieur. Si jamais tu es content et ça te correspond, alors tu vas vite mettre pause cette vidéo et tu vas aller acheter le livre. Si jamais tu te rends compte que probablement ce livre n'est pas fait pour toi, alors tu auras économisé du temps et de l'argent. Donc on y va, ce livre a été écrit en 1985. Je te présente le sommaire. 1. Qui tient la barre? Donc il y a 9 chapitres, organisés autour de 9 chapitres principaux, plus une biblio, des annexes et une postface, des trucs comme ça. Donc on y va. Premier chapitre, qui tient la barre? Deuxième chapitre, piloter votre cerveau. Troisième chapitre, question de point de vue. Quatrième chapitre, dérapage. Cinquième chapitre, la motivation. Sixième chapitre, comprendre la confusion. Septième chapitre, au-delà des croyances. Huitième chapitre, l'apprentissage. Et enfin, 9e chapitre, le switch. Attention, je vais mettre un warning parce que beaucoup trop de gens ne comprennent pas comment on lit un livre de PNL. Un livre de PNL, ça ne se lit pas comme un roman, comme un truc d'aventure ou comme un espèce de... Non, ça se lit comme un livre de PNL. La PNL, c'est quelque chose qu'il faut juste comprendre évidemment dans un premier temps et tout de suite appliquer à fond. Parce que beaucoup trop de gens, et moi le premier, se font avoir en laissant la PNL à un niveau mental et ensuite en évaluant de façon mentale ces livres-là. Ça ne sert à rien de faire ça. Si tu fais ça, juste achète pas le livre parce que tu vas perdre beaucoup de temps. À part briller en soirée mondaine, oui, as-tu lu le livre, machin, ça ne servira à rien d'autre. Donc si tu veux briller en soirée mondaine, fais-le. Si jamais tu veux juste être efficace avec ton cerveau, achète le livre et applique ce qu'il y a à l'intérieur. Et on y va tout de suite, on va plonger à l'intérieur de ce livre. Et on y va pour le premier chapitre qui tient la barre. Dans ce chapitre-là, c'est une forme d'introduction et également une dédiabolisation de pas mal de concepts de la PNL. Dans ce chapitre-là, Richard Bandler nous explique que le cerveau apprend très bien et très vite. Il donne notamment des exemples au niveau des phobies. Il dit qu'une phobie est une forme d'apprentissage ultra rapide, souvent en une seule fois, et que le cerveau ensuite a appris à faire quelque chose et il va dérouler la séquence encore et encore. Il explique un petit peu que la PNL est une forme presque éducative de comment piloter son propre cerveau. Beaucoup de gens se disent que la PNL est une discipline thérapeutique ou utilisée dans le coaching, mais en fait la vérité c'est que la PNL est une discipline transverse. Elle étudie la communication, la structure de la communication, la structure du langage, comment fonctionne la neurologie et le lien entre tout ce que je viens de dire juste avant. Et donc, il explique qu'on est plus proche d'une discipline, on va dire, éducative du cerveau qu'une discipline thérapeutique à proprement parler. Dans ce chapitre-là, il nous invite aussi à prendre un petit peu plus de recul par rapport à notre propre esprit. Il dit que le cerveau apprend extrêmement vite, beaucoup trop bien, et qu'ensuite, on se fait piéger par ces propres mécanismes-là. C'est-à-dire, le cerveau va, à votre insu, diriger votre vie et vous allez avoir la sensation d'être en pilote automatique. Et ce truc-là, en fait, Richard Bandler combat ça. C'est-à-dire que plein de gens, il dédiabolise ça, il dit que plein de gens sont contents d'être soi-même, de laisser part à dérouler la vie et donc à laisser part à son intuition, etc. Et en fait, il va aller démolir pas mal d'idées reçues là-dessus parce que son point de vue, c'est de dire que non, les gens ne savent pas utiliser leur propre cerveau et qu'ils en sont pour la plupart victimes. Et au lieu d'être victime, il faut passer à une position active. Donc au lieu d'être victime des processus de votre propre cerveau qui sont extrêmement puissants mais très limitants en même temps, il donne un exemple d'une phobie. Donc il donne d'autres exemples, mais une phobie c'est quoi? Tu vas voir, j'en sais rien, une araignée quand tu as 8 ans, ça te fait monter au plafond, tu as une émotion énorme, et puis en fait à chaque fois que par la suite, même quand tu as 20 ans, 30, 50, 40 ans, etc., tu vas voir une araignée, en fait ton cerveau va se jouer de toi et t'envoyer une peur et te faire bondir au plafond au lieu juste d'apprendre à contrôler ton cerveau et arrêter de lui faire certaines séquences.
Donc il donne une métaphore du bateau, il te dit que si jamais tu ne sais pas utiliser ton propre cerveau, c'est comme si tu étais attaché dans une barque et que quelqu'un pilotait à ta place. Et donc là, il invite chaque lecteur à se dire « reprends le contrôle, c'est à toi de diriger ton propre navire, de reprendre le contrôle de la barre et de diriger ton propre cerveau ». Et ensuite, il explique avec un peu plus de détails les mécanismes et comment ça fonctionne. Voilà pour le premier chapitre de ce livre. Et on continue avec le deuxième chapitre, piloter votre cerveau. Dans ce chapitre-là, Bandler explique le fonctionnement du cerveau. Donc il va descendre dans la structure du cerveau. Il va expliquer ce que sont les sous-modalités. Donc les sous-modalités sont des sous-unités sensorielles basées sur le VAKOG. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller voir. Donc V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif, G pour gustatif. Et en dessous de ces modalités, vous avez des sous-modalités, donc des sous-unités qui composent le visuel, des sous-unités qui composent l'auditif, des sous-unités, etc. pour le kinesthésique, olfactif et gustatif. Il va donner une liste de 14 sous-modalités visuelles. Donc je t'en donne quelques-unes. La distance entre toi, par exemple, une image mentale est une première sous-modalité. La couleur est également une deuxième sous-modalité. Par exemple, si dans la chose que tu visualises, tu la vois en noir et blanc ou tu la vois en couleur, et bien ce truc-là, c'est une deuxième sous-modalité. Ensuite, tu as la taille de ce que tu visualises. Si tu vois une immense image, et bien, la taille de l'image mentale, une fois de plus, ou alors un petit timbre, tout petit timbre poste pour une image, et bien ce truc-là est une troisième sous-modalité. Il donne une liste de 14 sous-modalités. Il explique aussi dans ce chapitre que si tu veux progresser non seulement en communication interpersonnelle, mais également mieux piloter ton cerveau, tu as intérêt à comprendre et à écouter les gens de façon littérale. Donc il invite à ce que toi, tu prennes plus conscience des mots qui sont employés par tes interlocuteurs et ensuite de les traiter dans un premier temps de façon littérale. Je te donne un exemple, les gens disent voir la vie en rose, voir tout en noir, se faire un brillant avenir. Et d'après lui, et il explique qu'il a vu ça aussi avec Virginia Satir, que pour lui, c'est presque comme ça que les gens traitent l'information. C'est-à-dire, pour lui, le langage, il n'est que le reflet de processus qui se passent à l'intérieur du cerveau. Donc si une personne dit « je vois tout en noir », il affirme que littéralement, il a un traitement des souvenirs qui va l'assombrir. C'est-à-dire, il va prendre une personne qui dit qu'il voit tout en noir, c'est-à-dire que si tu pouvais descendre à l'intérieur et voir ce que voit à travers ses yeux une personne qui parle comme ça, et bien en fait, il y aurait un traitement à base d'assombrissement d'image. Et donc, l'assombrissement est une sous-modalité. De l'autre côté, une personne qui dit « j'ai un brillant avenir », très probablement que si tu pouvais voir à travers ses propres yeux, tu verrais que cette personne amplifie la luminosité des images mentales. Donc par exemple, lorsqu'elle imagine, j'en sais rien, le futur dans une semaine, un an, un mois, peu importe, et bien en fait, il y aura un traitement du cerveau qui fait que la personne va rendre lumineux ses souvenirs et ses projections mentales. Donc une fois de plus, c'est le maniement des sous-modalités. Ensuite, dans ce chapitre, il va inviter les stagiaires qui sont dans le livre à pratiquer des exercices et à faire bouger une par une les sous-modalités. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on prend par exemple un souvenir, on va dire agréable, et à partir de là, donc en binôme, une personne va faire modifier les sous-modalités une par une. Donc, par exemple, si tu prends un souvenir, j'en sais rien, sur lequel tu es sur la plage, okay, tu vois le ciel, tu vois la mer devant toi, tu vois le sable sur les côtés. Et en fait, tu vas commencer à prendre conscience des sous-modalités dans un premier temps, visuelles de ça. Donc, est-ce que c'est en couleur? Est-ce que l'image mentale est grande? Et ensuite, il va inviter chaque stagiaire à faire modifier une par une et voir l'effet que ça produit. Par exemple, ton souvenir est en couleur, et ben, tu vas volontairement accéder à ton cerveau et modifier la luminosité pour que ça devienne en noir et blanc. Et à partir de là, tu notes l'effet que ça procure. Moi par exemple, quand je fais ça, ça donne un côté vintage à l'image. Certaines personnes, quand elles font ça, là je te parle des expériences de mes stagiaires, quand certaines personnes font ça, pour certains, ça place temporellement le souvenir bien plus lointain. Et en fait, tu verras qu'on arrive dans la subjectivité des individus. À chaque fois que tu fais modifier une sous-modalité, ça a comme une traduction à l'intérieur du cerveau. Donc tu fais bouger un truc et ça crée un effet, et cet effet alloue un sens différent. Si tu augmentes l'image par exemple de taille, parfois ça va être beaucoup plus motivant.
pour d'autres personnes, ça va faire peur. Mais ça, c'est justement subjectif et c'est pour ça qu'il a créé cet outil, les sous-modalités. Donc voilà, de façon résumée, ce que tu trouveras à l'intérieur de ce deuxième chapitre. Sans plus attendre, on y va au troisième chapitre. Et donc, dans ce troisième chapitre, il se nomme « Question de point de vue ». Dans ce chapitre, il va expliquer que globalement, quand tu regardes les choses, tu as deux manières de le faire. La première manière, c'est dans le langage de la PNL, signifie la position associée. La deuxième manière, c'est la position dissociée. Petit exemple très concret, si tu te souviens je sais pas, de la dernière fois où tu étais à la plage, est-ce que ton souvenir, tu vois à travers tes propres yeux? C'est-à-dire tu vas voir par exemple tout ce qu'il y a autour de toi, mais sans te voir toi, ou en voyant juste une partie de toi, par exemple juste tes jambes. Si c'est le cas, c'est la position associée. Si jamais tu te vois comme une tierce personne, par exemple tu te vois, mais tu vois également tes potes qui sont autour de toi, alors cette position-là s'appelle dissociée. Ça veut dire que tu es capable de te voir toi-même, de l'extérieur. Comme si par exemple on avait pris une caméra, qu'on était allé 3-4 mètres plus loin et que tu voyais de l'extérieur la scène. Donc deux positions, associées, dissociées. Il va expliquer que, je résume, que très souvent, en fait, les personnes qui ont une vision associée de leurs souvenirs, ça va décupler les émotions. Il prend une petite métaphore pour ça. Imagine que tu es dans un wagon de fête foraine. Tu es tout en haut et d'un coup le wagon il descend comme ça et en fait tu vois entre guillemets ce souvenir à la première personne. Et bien en fait ça va décupler les sensations puisque tu auras l'impression d'être au cœur du wagon. Tu vas sentir le souffle du vent sur toi, tu vas sentir ton estomac qui remonte, ce genre de choses. Et ça tu le ressens juste parce que tu vois à la première personne. L'autre position, c'est dissocié, c'est-à-dire que tu peux te voir comme si tu étais en bas et que tu regardais quelqu'un qui est en haut dans le wagon, et cette personne c'est toi-même, et ben si tu fais ça, alors tu es en position dissociée. Et si tu observes cette scène de l'extérieur, et ben tu vas avoir normalement, dans 98% des cas, beaucoup moins de sensations que si tu as la vision associée, c'est-à-dire à l'intérieur du wagon. Donc il explique ça dans ce chapitre. Puis il fait faire à ses stagiaires justement des expériences, en leur faisant se placer à différents points de vue, donc associé, puis dissocié. Il donne également d'autres points de vue. Donc là, j'ai donné l'exemple, tu regardes un wagon là-bas, mais tu peux être une autre façon d'être dissocié. C'est par exemple, il y a eu une action, par exemple une prise de bec, j'en sais rien, au travail. Une autre position dissociée, c'est de prendre par exemple un drone, te mettre dans la vue d'un drone et faire monter le drone. Et en fait, ensuite, de là-haut, tu vas regarder en bas la scène. Donc en fait, tu vas voir les gens d'un point de vue littéralement différent, point de vue de haut. Et en fait, il fait changer comme ça différents points de vue. Par exemple, il peut faire observer la scène d'une épaule, ou de l'épaule d'un ami, ou du point de vue d'un ami, ou d'un drone, ou d'un avion, ou même encore plus haut. Tu montes dans un satellite, tu regardes la Terre. Bref, il fait faire jouer comme ça littéralement avec le point de vue des gens. Et donc ce truc-là s'appelle un recadrage. Alors, il y a différentes formes de recadrage en PNL, mais prendre un point de vue différent, c'est littéralement un recadrage. Et en fait, globalement, ce que racontent ensuite les stagiaires qui débriefent dans le livre, il explique que quand tu es, une fois de plus, en position associée, les sensations sont décuplées, et quand tu es en position dissociée, tu as une prise de recul. Toujours par rapport à ça, la fameuse prise de recul, c'est aussi quand quelqu'un un client par exemple est bloqué dans une situation, souvent c'est qu'il voit les choses à travers son propre regard. C'est-à-dire, il a eu une forte émotion à un instant donné et une des techniques, c'est de justement lui faire changer de point de vue. Donc par exemple, si vous étiez votre meilleur ami et que vous regardiez cette scène-là, qu'est-ce que vous diriez? Et en fait, il ne faut pas laisser les gens de manière mentale, il faut vraiment que littéralement, c'est-à-dire au niveau des sous-modalités, ils fassent cette opération-là. Ils changent de point de vue, littéralement, et qu'ensuite qu'ils réobservent et réentendent la conversation. Et c'est comme ça qu'on peut créer un protocole extrêmement puissant de, justement, changement de point de vue. Voilà pour le troisième chapitre. On va aller tout de suite, sans plus tarder, au quatrième chapitre. Ce chapitre s'appelle « Dérapage ». Dans ce chapitre-là, je vais être assez bref et je vais te laisser découvrir par toi-même. Richard Bandler raconte une anecdote en cabinet, donc lorsqu'il consultait dans son cabinet. Et là, il y a donc un homme d'une quarantaine d'années qui arrive avec sa fille qui maintient très fortement et il hurle comme un putois dans le cabinet. Il traite sa fille de petite
Enfin, ce genre de choses-là. Et en fait, ensuite, il va décortiquer le dialogue que donc Richard Bandler a eu avec ce client et il va donner le dialogue. Et c'est vraiment très très drôle. Et en fait, il va mettre en lumière en fait comment on peut utiliser les recadrages dans une conversation, c'est-à-dire dans un dialogue. Dans le chapitre juste avant, je t'ai expliqué comment littéralement tu pouvais faire changer point de vue. Mais là, en fait, il va le faire en dynamique et dans un dialogue. Et c'est à mourir de rire. Je te laisse acheter le livre pour découvrir ça. Sans plus tarder, on va aller au 5e chapitre qui se nomme la motivation. Dans ce nouveau chapitre, Richard Bandler va commencer à évoquer un concept fondamental en PNL qui s'appelle les stratégies. Les stratégies, ce sont les séquences mentales qui se déroulent dans notre esprit pour arriver sur un comportement. Je t'explique. Ici, il va cibler ça au niveau de la motivation. Donc, il va expliquer que lorsque toi, tu as envie de te motiver, ou que ton ami a envie de se motiver, ou je ne sais pas trop qui a envie de se motiver, en fait, à l'intérieur de son cerveau, il va faire une série d'opérations dans un ordre très précis qui va mener à une extrême motivation ou à absolument pas de motivation et à la procrastination. Et il explique que globalement, en fait, peut-être que toi, tu crois que que tout le monde se motive de la même manière que toi. Eh bien, c'est faux. Il y a plusieurs manières de se motiver et tu verras que les deux manières principales sont, première manière, tu vas imaginer quelque chose de très très cool. Donc, tu vas par exemple le visualiser, ça va te faire ressentir quelque chose de fort, puis ça va te mettre en action. D'accord? Donc, un exemple très concret, je ne sais pas, tu as envie de voyager, tu vas imaginer, j'en sais rien, la Grèce par exemple, tu vas te dire « Waouh !» Et là, tu vas commencer à imaginer, je sais pas moi, toute une série d'images, de films en couleur animée, etc. Tu vas voir, je sais pas, le Panthéon, tu vas voir les trucs avec les colonnes grecques et tout, tu vas faire « Waouh, c'est trop bien !» Et bien, ce truc-là va te motiver à prendre l'avion et ensuite visiter la Grèce. Donc ça, c'est la première manière de se motiver. La seconde manière de se motiver, c'est d'imaginer que si jamais tu ne le fais pas, à quel point tu vas te sentir mal. Okay? Et ça, c'est la deuxième manière principale de se motiver. Par exemple, tu te dis j'ai très envie de faire le ménage et si je ne fais pas le ménage, alors tu commences à visualiser je sais pas, un taudis, des assiettes de partout, etc. Et ensuite, tu te vois en train de déprimer comme ça, j'en sais rien, dans ta cuisine. Et bien, si tu fais ça, tu projettes quelque chose, on va dire, de plus négatif, mais qui fait que comme tu n'as pas envie de ressentir ce truc-là, alors tu vas passer à l'action. Ok? Donc ça, ce sont les deux manières, on va dire, principales de se motiver. Et ensuite, il explique que, évidemment, la manière la plus sympa de se motiver, c'est la première, mais que beaucoup de gens carburent à la deuxième. C'est pour ça que je te donne un petit conseil. Pour moi, ça c'est personnel, hein. Je pense que de toute façon, le passage à l'action, c'est ce qui va te faire évoluer dans la vie, quoi qu'il arrive. Donc, si tu as un passage à l'action, c'est-à-dire un système de motivation efficace, garde-le. Et ensuite, si tu as envie d'implémenter et de l'améliorer, évidemment, tu utilises la PNL, les sous-modalités, tout ce que tu veux pour pouvoir le transformer. Mais si jamais, cette fois-ci, tu es thérapeute ou coach, fais très attention à ce système-là. Moi, je sais que j'ai déjà identifié des systèmes de motivation extrêmement puissants chez mes clients, mais, on va dire, pas agréables. Cependant, volontairement, je n'avais pas modifié ça. Volontairement, j'avais identifié des systèmes de motivation par la douleur, par la souffrance, etc., mais qui étaient très puissants chez mes clients. Eh bien, autant te dire que j'ai absolument pas modifié ça, puisque je savais que d'une certaine manière, ça marchait. Alors, on a fait d'autres opérations pour améliorer la fluidité, etc., mais fais très attention à ça. Et il en parle donc à la fin du chapitre. Il explique aussi que la motivation, c'est quelque chose de très puissant dans la vie, mais si tu veux changer par exemple un système de motivation ou si tu veux pousser une personne à se motiver davantage, préalablement, si tu checkes l'écologie, il faut que tu fasses gaffe à ce que la personne prenne des décisions, on va dire, réfléchies. Parce que moi j'en ai connu, hein, plein de gens qui sont des machines de guerre de motivation, mais qui font des actions dangereuses, stupides ou vraiment, vraiment questionnables. Donc en fait, ces personnes-là, si elles viennent te voir par exemple en cabinet de coaching ou de thérapie et qu'elles te disent je voudrais augmenter ma motivation, préalablement c'est bien quand même de vérifier qu'elles ne font pas n'importe quoi dans la vie. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que leurs stratégies justement de prise de décision sont foireuses. Donc il dit aussi avec beaucoup d'humour une fois de plus que si jamais tu veux booster la motivation de quelqu'un, vérifie préalablement que les actions ou ce qu'il a envie de faire c'est cohérent, c'est pas dangereux, c'est pas stupide. Parce que sinon, en fait tu vas booster la motivation, qui va booster le passage à l'action d'une personne qui va faire 10 fois plus de la daube dans sa vie. Voilà pour ce chapitre. 6e chapitre, au-delà de la confusion,
Je te laisse acheter le livre pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. 7e chapitre maintenant qui s'intitule « Au-delà des croyances ». Dans ce chapitre-là, Bandler nous explique ce qu'est une croyance, comment ça fonctionne et les incidences de transformer une croyance. Donc petit rappel, une croyance c'est quelque chose, c'est une certitude vis-à-vis d'une idée. Par exemple, si tu dis « je suis certain que la Terre est ronde », c'est-à-dire que tu as un sentiment de certitude vis-à-vis de cette idée-là. Et des croyances découlent tous les comportements. C'est-à-dire, si tu crois fermement que tu es capable, j'en sais rien, de monter une entreprise, alors bizarrement, tu vas te mettre en action facilement pour pouvoir créer ça et, entre guillemets, valider cette croyance. Si jamais de l'autre côté, tu es persuadé que ce n'est pas possible, ce n'est pas fait pour toi, c'est trop dur, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, je ne sais pas trop quoi, et bien en fait, si tu es convaincu, persuadé de ça, ça veut dire que tu as une croyance, on va dire, limitante, et bien ça veut dire que toutes les actions derrière vont être bloquées. Ensuite, il donne un système à base de sous-modalités pour pouvoir justement transformer une croyance, on va dire, limitante en une croyance opposée, c'est-à-dire croire que tu peux le faire. Et donc, il donne tout un système, donc je te laisse découvrir ça dans le livre, tout un système à base, on va dire, de sous-modalités, visuelles, auditives, kinesthésiques, et ensuite de faire glisser, transformer certaines sous-modalités pour pouvoir décupler, voilà, pour pouvoir transformer une croyance en une autre croyance beaucoup plus utile. Cependant, mise en garde, alors moi je te mets ma mise en garde, lui met la mise en garde, mais moi encore plus, les croyances sont quelque chose de vraiment structurant. Alors évidemment, tu as plein de croyances à l'intérieur de toi, et au sein de ces croyances, certaines croyances sont extrêmement structurantes et d'autres le sont moins. Et donc, mécaniquement, si tu transformes une croyance, on va dire, pas très impactante en une autre croyance, ça va avoir une incidence sur ta vie, mais ça va. Alors que si tu changes une croyance fondamentale, par exemple sur toi, sur ta personne, sur, j'en sais rien, ta vision du monde, etc., ça va venir faire restructurer à l'intérieur de toi énormément de choses. Et donc, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi hyper perturbant. Donc c'est pour ça que je te mets un warning. Si toi, tu fais du dev perso et que tu veux transformer une croyance fondamentale sur toi, sur le monde, ou voilà, fais quand même gaffe et je te conseille de te faire quand même accompagner. Un minimum d'un professionnel ou de plusieurs professionnels. Donc voilà. Après, si tu veux explorer, évidemment, tu peux le faire. Et si jamais tu es coach ou thérapeute, fais super gaffe. Si tu appliques les trucs de ce chapitre qui sont très puissants sans comprendre la portée de ce que tu vas faire, ça peut franchement, c'est quand même balèze. Donc voilà, mets des pincettes à fond, fais attention. Et si jamais tu veux modifier les croyances, vraiment tente de comprendre que c'est quelque chose vraiment de très impactant, surtout si tu viens taper sur des croyances par exemple identitaires. Donc fais très gaffe à ça, mais ça reste quand même, voilà, la mécanique reste quand même super sympa. Donc ça c'est présenté dans ce chapitre-là. Et ensuite, dans le restant du chapitre, il va faire un tacle ouvert à la gorge d'une certaine personne, hein, on ne sait pas trop qui remplit des stades et fait marcher les gens sur des braises. Donc si tu es adepte de PNL ou de dev perso, tu vois très bien de qui on veut parler. Donc sans le citer, c'est Tony Robbins, hein, évidemment. Et donc il explique que non seulement, d'après lui, c'est complètement débile de faire ça, qu'en plus, c'est probablement pas dangereux. Alors, il explique avec des chiffres et les transmissions de chaleur au niveau des braises par rapport aux pieds, que les gens, en fait, ils marchent que moins de 2 secondes, etc., à grandes enjambées. Et qu'en fait, que n'importe quelle personne, en fait, est capable de marcher sur le feu, sauf que beaucoup de gens croient qu'ils n'en sont pas capables. Et ce qui fait que, voilà, comme ils croient qu'ils n'en sont pas capables, en fait, ils ne le feraient pas. Mais du moment que tu sais que c'est facile, en fait, tu passes à l'action. Et donc, il met vraiment un gros tacle à la gorge à Tony Robbins. Et voilà, il dit même que donc il fait ça sous préparation évangéliste. Donc voilà, il le fait avec beaucoup d'humour, mais c'est un petit tacle à la gorge. Et voilà. Donc voilà pour ce chapitre. 8e chapitre qui s'appelle l'apprentissage. Évidemment, je ne vais pas tout faire à ta place. Tu vas acheter le livre et tu vas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. 9e chapitre qui s'appelle le switch. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Dans ce chapitre, il présente ce qu'est le switch. Donc certains l'appellent le switch, mais en fait le vrai nom c'est switch, qui signifie balayer. Donc c'est un protocole très connu de PNL qui est relativement simple et qui permet de modifier à peu près n'importe quel comportement que tu ne veux plus avoir. Reprenons. Au tout début du livre, il explique que bon nombre des séquences de ton cerveau se jouent à ton insu et te font faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Par exemple, les gens qui sont pris de grignotage compulsif, ils ne veulent pas grignoter. En
fait, ils sont forcés par leur cerveau qui les force à grignoter et s'empiffrer. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils se sentent coupables, et blabla, etc. Donc en fait, ils ne voulaient pas à la base grignoter. Et donc, par exemple, tu peux utiliser ce protocole qui s'appelle le switch pour piloter ton cerveau et expliquer à ton cerveau que le comportement que tu déroules à ton insu, et ben en fait, tu veux le modifier avec un autre comportement. Donc, je te fais là vraiment la version, voilà, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais pour l'instant, donc en gros, l'idée c'est, tu vas utiliser les sous-modalités, donc principalement visuelles, tu peux aussi utiliser les sous-modalités auditives, et en fait, tu vas donc mentalement mettre dans un petit coin inférieur gauche le comportement que tu désirerais avoir. Pour l'instant, tu le mets dans le coin inférieur gauche. Ensuite, le comportement compulsif, donc on va dire grignoter, tu vas le mettre dans une grande image en couleur, bien grand et bien au milieu. Et en fait, l'idée, c'est que la petite image, d'un coup, va s'échanger avec l'autre image. Donc ça, c'est le principe de base. Et mécaniquement, si tu fais ça, en fait, c'est surpuissant. Par contre, évidemment, il y a plein de prérequis. Donc, je déconseille de faire ça brut de pomme. Mais en gros, les prérequis, c'est vérifier que le nouveau comportement, il est approprié, il est adapté. Autre prérequis, c'est de vérifier que l'ancien comportement, c'est-à-dire grignotage, probablement qu'il avait certaines fonctions positives, ce qu'on peut appeler avantages secondaires. Par exemple, si tu te fais grave chier, tu t'ennuies, et ben en fait, le fait de grignoter, ça va t'occuper. Donc, si tu modifies avec un nouveau comportement et tu ne combles pas l'ennui, en fait, très probablement que ton cerveau il va faire machine arrière, qui va se remettre à grignoter. Donc voilà, je ne t'explique pas tout ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc le switch, donc c'est écrit étape par étape comment tu peux utiliser le switch pour piloter ton cerveau, pour remplacer les comportements limitants par des comportements beaucoup plus mieux pour toi. Voilà pour ce chapitre. Et en description, tu peux trouver dans le lien les 5 leçons principales de ce livre. Tu verras, tu cliques, tu télécharges et tu auras un PDF avec les 5 leçons principales de ce livre. Comme ça, tu pourras télécharger, les imprimer éventuellement et ça te fera des fiches pour vraiment étudier la PNL, pour synthétiser la PNL. Voilà, ça se passe dans la description. À qui je recommande ce livre? À qui est destiné ce livre? À tous les praticiens en hypnose, à tous les PNListes, à tous les coachs. Je recommande très vivement ce livre. Également à tous les curieux qui veulent mieux comprendre leur cerveau et à tous ceux qui veulent booster leur motivation, je conseille fortement ce livre. Et également, il est très bien fait parce que tu peux avoir différentes lectures. Donc si tu es débutant, ce livre est abordable. Si tu es intermédiaire, ce livre est abordable aussi et tu vas apprendre des nouvelles choses. Et si tu es même expert, tu peux même relire ce livre. Donc, très très bien fait. À qui n'est pas destiné ce livre? Donc, je déconseille ce livre fortement à tous ceux qui ont une dent contre la PNL. Si tu n'aimes pas la PNL, alors de toute façon, tu es déjà convaincu et tu n'auras pas envie de changer tes croyances. Donc, n'achète pas ce livre. À tous ceux qui sont sceptiques des thérapies brèves et de l'hypnothérapie en général, donc tous ceux qui croient que changer c'est dur, changer c'est long, changer c'est difficile, il faut 5 ans pour changer une phobie, etc. À tout cela, tracez votre chemin tout droit, n'achetez surtout pas ce livre. Et également à tous ceux qui ont des idées préconçues comme quoi on ne peut pas changer, comme quoi on est avec une certaine génétique et qu'on subit cette génétique jusqu'à la fin de notre vie parce que ça a été hérité, machin. Ok, ça marche. Tous ceux qui sont convaincus de ça, pareil, tracez votre chemin tout droit parce que ce livre, de toute façon, vous n'allez pas l'appliquer. Voilà pour les conseils et déconseils. Les points faibles de ce livre, oui, il y en a. Premier point faible majeur, c'est décousu. C'est-à-dire que oui, il y a une construction par chapitre qui est de 9 chapitres, mais en fait, quand il parle, voilà, chapitre 4, chapitre 5, en fait, il passe presque du coq à l'âne et il n'y a pas de fil directeur. C'est vraiment, ça part un petit peu dans tous les sens et c'est un des points faibles de ce livre. Deuxième point faible de ce livre, c'est que, alors, il y a tous les niveaux, mais c'est aussi un point faible. C'est comme il y a tous les niveaux, des fois, il aborde des sujets qui sont extrêmement compliqués, qui sont d'une finesse incroyable et en fait ils sont noyés, on va dire, dans des contextes qui sont, dans des concepts qui sont beaucoup plus simples. Donc ça c'est un des points faibles du livre, c'est que parfois certains points sont vraiment de la dentelle, sauf que tu n'es pas forcément au courant, donc ça peut créer une forme de confusion et voilà. Troisième point faible, donc ça c'est vraiment très personnel. Alors il le dit par exemple, quand il donne le système pour changer les croyances, il met en garde, il explique que attention, il faut faire attention lorsque tu changes un système de croyance ou lorsque tu fais changer un système de croyance pour un client. Cependant, je trouve qu'il ne met pas assez de warning
Alors évidemment, l'équilibre est difficile à trouver parce que si tu mets trop de warning, en fait tu fais peur aux gens, et si tu fais peur aux gens, ce serait une raison supplémentaire de procrastiner. Donc évidemment, l'équilibre est difficile à trouver, mais je trouve qu'il devrait mettre un petit peu plus de warning quand il parle de changement de croyance, quand il parle même sur les sous-modalités. En fait, chaque opération que tu fais faire à ton cerveau, voilà, c'est un peu bizarre. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude justement de vivre des expériences un peu fortes ou différentes et qui sont beaucoup dans la sécurité, en fait, ça peut chambouler pas mal de trucs. Donc ça, c'est moi qui mets ce warning et je pense que c'est un point faible du livre. Et donc, mini conclusion de ce livre-là, Un cerveau pour changer de Richard Bandler. C'est un must-have en PNL. Si tu prétends faire de la PNL, je ne sais pas trop quoi, que tu n'as jamais lu ce livre, achète-le et lis-le. Ça fait partie des livres que tu vas mettre dans ta bibliothèque et qui, une fois de temps en temps, tu vas lire, relire et apprécier. Avec un petit café à côté de toi. J'ai largement déjà beaucoup trop parlé dans cette vidéo, donc ce sera une conclusion simple. Et maintenant, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es de warrior, donc bravo à toi. Tu peux mettre un gros like à cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Dans la description, tu trouveras mes ateliers, mes formations, mes séminaires si jamais tu veux aller plus loin ou si tu veux être certifié. Voilà, et prends soin de toi et amuse-toi.